Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Bienvenue sur le site Congo Liberty. Nous recevons ce jour un habitué du site Congo Liberty, le ministre Jean-Luc Maleka, président des Assises nationales du Congo. Nous allons donc ne plus le présenter puisque tout le monde le connaît. Monsieur Jean-Luc Maleka, comment allez-vous? Comment aller bien alors que nous vivons des épreuves difficiles dans notre pays? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Un peuple qui est là, qui est assis, qui va à ses occupations. Et tout d'un coup, dans la nuit, il voit des bombardements qui arrivent. Quelle désolation, quelle tristesse. Alors, monsieur le ministre Maleka, on va y revenir, mais moi j'ai envie de vous poser une question, puisqu'on se connaît. Ça fait quand même un moment qu'on n'entend plus parler de vous. Est-ce que vous avez été finalement approché par le pouvoir pour vous taire? Qu'est-ce qui se passe? On ne vous entend plus. Merci de me poser cette question. Je crois que ce n'est pas parce qu'on ne parle pas que l'on ne travaille pas. Je ne vous ai pas dit ce que je fais de façon souterraine. Et je crois que quand on travaille de façon souterraine, on peut obtenir de meilleurs résultats. Et par rapport à l'histoire de notre pays, c'est ce que je suis en train de faire. D'autant plus que, aux assises, tout ce qui se passe, nous le prévoyons. Déjà, le 23 décembre, j'avais fait un communiqué pour dire que ce n'était pas la peine d'aller à ces élections. Alors, je voudrais qu'on parle, monsieur le ministre Jean-Luc Maleka, donc du conflit post-électoral aujourd'hui au Congo. Monsieur Denis Sassou Nguesso a été déclaré vainqueur de l'élection avec un peu plus de 60%. Reconnaissez, monsieur le ministre, que c'est quand même un raz-de-marée, 60% de Congolais qui auraient voté pour monsieur Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous lui dites bravo? Non, mais tant que les conditions d'une élection ne sont pas transparentes, ne sont pas libres, ne sont pas justes, et c'est ce que nous savons, mais ça ne surprend pas, d'ailleurs je l'ai toujours dit, que nous aurions peut-être pas un pourcentage de 98% comme ça se faisait auparavant, mais peut-être de 60%. Donc ça ne me surprend pas. Donc ce sont des choses que nous savions qui devraient arriver. C'est pour ça, depuis longtemps, nous avons dit non au projet de référendum constitutionnel qui nous était proposé. Qu'une commission électorale équitable soit mise en place. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Quand vous regardez les déclarations de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'OIF, depuis même le début de cette année, ils avaient dit que les conditions ne sont pas respectées. Et c'est pourquoi qu'ils n'iraient pas. Ils n'enverraient pas d'observateurs. Que l'on nous dise 60%, 70%. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, l'opposition a voulu avoir un garde-fou en créant une forme de commission technique des élections, je pense que c'est le terme qui a été fait, pour essayer, avec différentes compilations, de voir le reflet qu'il pouvait y avoir. Mais à travers ces résultats, bien entendu, ils ont déclaré qu'arriverait en premier tour M. Guy Parfait Kolela, en deuxième tour, M. le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, ce qui fait que moi, en ce qui me concerne, je l'avais déjà dit, j'avais même prévu ce taux, et cela ne me surprend nullement. Alors, monsieur Jean-Luc Maleka, on parle donc des élections présidentielles au Congo qui finalement ont abouti officiellement à la victoire de monsieur Denis Sassou Nguesso. Il y a quelques jours, monsieur Parfait Kolela disait vouloir respecter, en tout cas, qu'il allait respecter l'avis de la Cour constitutionnelle. Vous avez hier, donc vendredi 8 avril, l'UPADES de Tsatsi Mabiala qui dit aussi respecter le résultat des urnes, hein, en tout cas pour eux. Qu'est-ce que vous avez comme analyse au sujet de ces deux personnalités politiques-là? Je voudrais dire que je ne voudrais porter la pierre à personne. Je dois vous dire que quand ces personnes sont allées
sciemment. Elle devait sans doute savoir ce qui arriverait. Et je tiens compte aujourd'hui de la situation sécuritaire dans le pays. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais triste. Aujourd'hui, dans cette situation sécuritaire dans Brazzaville Sud et dans le pôle principalement, où eux, ils voient ce qui se passe. Où, aujourd'hui, nous savons que depuis l'opération Bata Bakolo, si la plupart des gens qui sont dans le POUZ vont du côté de nos frères de la RDC, c'est pas sûr qu'on leur ouvre la porte. Et aussitôt, la forêt deviendra un piège qui pourrait faire qu'on ait énormément de morts, qu'un génocide qui puisse arriver. Et parfois, l'on peut prendre de telles attitudes. Mais je pense quand même qu'on peut trouver des solutions. Parce que ce qui arrive était inéluctable. Monsieur le ministre, j'entends bien. On reviendra sur la situation du pool dans quelques instants. Je sais que vous êtes un éminent juriste, parce que vous êtes fiscaliste à la base. Vous êtes de la régie financière au Congo. On va parler de droit. Que pensez-vous de la démarche de Tsatsi Mabiala et de Parfait Kolela qui ont déclaré respecter l'avis de la Cour constitutionnelle? En un mot, est-ce que vous trouvez normal pour Parfait Kolela qu'il respecte l'avis de la Cour constitutionnelle qui le disqualifie et ne respecte pas l'avis de la Cour constitutionnelle qui consacre M. Denis Sassou Nguesso comme unique vainqueur de l'élection présidentielle? Question claire. Nous souhaitons avoir une réponse claire de votre part. La réponse ne sera peut-être pas aussi claire, parce que finalement, tout ce qui s'est passé s'est fait de façon curieuse. Ce qui est, je dois vous dire peut-être, sans répondre totalement à la question, que tous ceux qui se sont présentés aux élections, ce sont des gens qui ont travaillé avec M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis de longues années. Et ils connaissent le mécanisme. Ils savent comment ça fonctionne. Ils ne devraient pas être étonnés de ce qui est arrivé. Et qu'aujourd'hui, qu'ils disent « J'attends, je reconnais la victoire, voilà la position de la Cour constitutionnelle ». Mais tout cela, ce sont des arguties qui ont été mises en place pour essayer de légitimer une élection qui n'avait ni tête ni queue, qui ne pouvait pas être acceptée partout. Et pour moi, ils essaient de trouver des faux fouillons par rapport à la situation actuelle. Et ces faux fouillons font qu'ils ne veulent pas prendre des responsabilités et dire des mots qui pourraient entraîner une véritable tragédie. Alors, on a l'impression qu'au Congo, les hommes politiques, finalement, sont dans un grand marchandage politique et financier. Monsieur Tsatsi Mabiala, dans la déclaration de l'UPADES, se projette déjà dans les élections législatives à venir. Que répondez-vous à l'UPADES? Non, ce que je répondrai à l'UPADES et à tous ceux qui veulent se projeter dans les élections à venir, qu'aujourd'hui, si nous voulons trouver une véritable solution de notre pays par rapport à la situation précise qui se passe, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans le pôle, il faut penser autrement. Il faut raisonner autrement. Il faut trouver une solution différente et consensuelle. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'est plus que jamais besoin de faire en sorte que tous les Congolais, nous puissions nous retrouver. Que finalement, nous puissions trouver une médiation, qu'elle soit nationale et internationale. Et c'est pour ça que je m'étonne parfois même du silence des autorités morales, des confessions religieuses, qui devraient s'impliquer et dire non, on ne peut plus continuer cela. On ne peut plus aller dans les élections législatives pour répondre à votre question. Asseyons-nous, trouvons une solution consensuelle et à partir de cette solution, nous arriverons à cheminer
en mettant en place de nouvelles institutions qui pourraient nous permettre de trouver une solution et qu'il y ait moins de morts. Monsieur Maleka, j'ai entendu dans vos précédents propos je vous ai entendu dire que les principales personnalités qui se sont présentées aux élections ont travaillé avec Sassou. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que finalement, c'est pas de votre faute? Est-ce que vous, par exemple, qui n'aviez pas travaillé avec Sassou, en tout cas dans cette séquence Sassou 2, ne portez pas une responsabilité pour n'être pas sur le terrain? Pourquoi vous n'êtes pas aujourd'hui sur le terrain? Bon, je voudrais tout simplement répondre que moi, j'ai travaillé normalement, comme tout le monde le sait, à l'issue de la conférence nationale souveraine, en tant que ministre du Premier ministre André Milongo. Et ici, à l'extérieur, nous continuons la lutte. Et cette lutte sur l'intérieur et l'extérieur sont des luttes mêlées. Et c'est nécessaire que ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur, nous travaillons ensemble. D'ailleurs, je peux vous dire qu'aujourd'hui, eux, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas réagir, ils ont besoin de nous. Et nous, nous avons également besoin d'eux. Au moment où je vous parle, je pense que, comme ceux qui sont à l'intérieur sont limités, c'est à nous de l'extérieur de reprendre le flambeau. C'est à nous de l'extérieur de faire un lobbying. C'est à nous de l'extérieur de faire des pressions afin qu'il ne leur arrive absolument rien. C'est à nous de l'extérieur de faire en sorte que, finalement, tout s'arrête, que les populations soient protégées et qu'enfin, le calme, la paix et la sérénité reviennent dans notre pays. Alors, nous recevons aujourd'hui sur Congo Liberty Monsieur Jean-Luc Maleka, ancien ministre des Finances et de l'économie du Congo-Brazzaville, ancien directeur des impôts du Congo-Brazzaville et président, coordonnateur général des Assises nationales du Congo. Monsieur Maleka, je sais que vous êtes un fervent croyant catholique. On va parler donc de la situation du pool. J'ai senti que vous étiez... on va dire un peu désappointé du fait que l'Église catholique ne hausse ni le ton sur le conflit post-électoral et ni sur les massacres qui sont en cours actuellement dans le pool. Est-ce que l'Église catholique, est-ce que vous, les catholiques, j'ai envie de dire, finalement, vous êtes pas le cheval de Troie de Sassou? Moi, en tant que fils de l'Église catholique, je dois dire que récemment, j'ai été avec quelques compatriotes à Rome, au Vatican, pour demander à ce que notre martyr bien-aimé, Émile Cardinal Biaenda, puisse être canonisé, béatifié du moins. Parce qu'on peut se poser la question, s'il n'existe pas un apartheid au paradis, est-ce qu'il existe? Quand on regarde ce qui est arrivé à Monseigneur Romero au Salvador, quand on regarde ce qui est arrivé au Père Populescu, finalement, le cardinal Émile Biaenda, qui est une des lumières de notre pays, une des lumières qui fera en sorte qu'il puisse amener cette lumière qui puisse éteindre les ténèbres qui se sont emplies dans notre pays. Nous avons besoin d'un signe. Quant à la hiérarchie catholique, il faudrait qu'elle se lève. Il faudrait qu'elle prenne ses responsabilités. Il faudrait qu'elle sache que non, il y a une population qui souffre, qui est démunie. Aujourd'hui, cette population va dans les églises, se réfugier. L'église est devenue ce terrain où les gens cherchent un havre de paix. Parlons. Et c'est pour ça que je vous conjure de faire en sorte que, à travers une médiation nationale, vous y soyez. Faisons en sorte qu'il y ait une médiation internationale et que les deux soient jugulés, que soient mis ensemble afin de trouver une solution. Et toute solution est possible.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, dans la région du Poul, comme dans les années 98-99, c'est l'hécatombe. Les populations innocentes se réfugient dans la forêt. Est-ce que finalement, cette population du Poul, aujourd'hui martyre, comme depuis plusieurs années, n'est pas victime de la cupidité des hommes politiques, excusez-moi, que vous êtes? Non, pas que je suis. Je tiens à le préciser. Mais quand même, je dois expliquer, et vous avez raison, parler du mal du peuple, du mal du Congolais. Comment nous sommes arrivés à ça? Pourquoi il y a tout ce mal-là? Effectivement, il y a une explication. L'explication, c'est la primauté des intérêts particuliers. Quand je parle des intérêts, ce sont des intérêts de certains clans, des intérêts de certains groupes, de certaines mafias, de certains pays. Et finalement, qui font que, ils souhaiteraient que, et d'ailleurs, ceux qui sont au pouvoir leur disent qu'ils ont une collusion d'intérêts. Et pour que ces intérêts soient préservés, il faudrait qu'ils se perpétuent au pouvoir. Cette fausse illusion est à la base de tout ce que nous avons et qui a gangréné, qui a engendré une corruption généralisée. Regardons, on les voit jour après jour. Ce système, il faut d'abord voir en tant que système tout ce qui se passe au Panama, à travers les paradis fiscaux. Tout ce qu'on a vu au Portugal, avec toutes ces affaires qu'on sort maintenant, la déclaration de Berne, toute cette corruption. Voilà le mal profond du Congo. Le mal à travers lequel on a mis de côté l'éthique. Le Congo a besoin d'une éthique. Et c'est cela mon credo. C'est pour ça que je ne voudrais pas me mettre dans le même canevas que toutes les personnes dont vous parlez. Parce que c'est avec cette vision des choses que nous avons eues que nous assistons à tous ces morts que nous pleurons. Et je voudrais permettre, pour appuyer encore la détresse qui m'anime, et comprenne qui voudra, moi, mon remords et ma compassion. Je pense au vers d'Éluard, resté très célèbre, quand il parlait, à travers tous ceux qui sont partis, que ce sont des victimes innocentes, au regard d'enfants perdus, ces victimes qui sont morts pour être aimées. Oui, ce sont ces victimes innocentes qu'on a fusillées, qu'on a détruites au petit jour, supprimant ainsi toute vie qu'elles méritaient. Et à partir de là, puisse le sang versé par tous nos concitoyens, que ce sang soit une semence pour l'unité nationale de notre pays. Car, et je voulais le préciser, beaucoup de pays ont besoin que nous nous battions. Beaucoup de pays ont besoin que nous nous déchirons. Beaucoup de pays ont besoin que la violence emporte notre pays. Et je crois que nous devons avoir un langage de paix, que nous ayons la retenue et que nous fassions ensemble que ces vieux démons qui nous hantent tant ne reviennent point. Alors, Monsieur le ministre Jean-Luc Maleka, vous parlez d'unité nationale. En tout cas, de votre part, je ne le doute pas. Mais est-ce que vous comprenez aussi que des enfants du sud du pays se disent « Voilà un président du Nord qui vient bombarder, comme toujours, les régions du Sud ». Est-ce que vous comprenez que finalement, certains esprits disent que les nordistes n'aiment pas les sudistes? Que répondez-vous à ces affirmations? Non, ce n'est pas du tout vrai. Pourquoi il y a cela? Il faut comprendre que ça dépend de certaines visions de gouvernement. Il y a des esprits machiavéliques. L'esprit, notamment, Machiavel a dit, si tu veux rester longtemps au pouvoir, divise et règne. Donc pour diviser les Congolais, il faut les diviser entre eux. Nord-Sud, Nord-Sud. À part de cela, ils vont se détester. Il y a cet esprit machiavélique. Il y a l'esprit satanique et diabolique qui font en sorte que il faut que les Congolais souffrent, bavent, qu'ils ne voient pas le rayonnement. Et ça me rappelle un livre même de l'obsolescence humaine. Il dit pour se maintenir longtemps au pouvoir, il faut rendre le peuple malheureux. Enfin,
il y a l'esprit occultiste. Et dans cet esprit d'occultisme, il faut faire verser le sang. Et c'est le sang versé qui fera en sorte que le pouvoir sera consolidé. Alors, on va rebondir toujours sur cette histoire nord-sud, parce qu'au Congo, il y a décidément ce problème-là, mais d'autres fils du Sud disent, au-delà des acteurs politiques, on a entendu le professeur Boao condamner ces bombardements de la région du Poul, on a entendu Mathias Nzon, je ne sais pas s'il faut le mettre au nord, au centre ou au sud, ce matin, samedi 9 avril sur RFI, condamner ces massacres. Vous-même, fils du Nord, vous le condamnez. Mais on n'entend pas des personnalités morales du nord du pays condamner M. Sassou Nguesso dans cette espèce de hargne contre les populations du Poul en particulier. Est-ce que, je vais vous dire, dans les milieux du nord du pays, l'élite du nord du pays, pourquoi ne s'exprime-t-elle pas contre M. Denis Sassou Nguesso? Je ne sais pas, mais en général, on ne peut pas apprécier ce qui se passe. Il faut condamner totalement cela. On n'a pas le droit de ôter la vie à qui que ce soit. La vie est sacrée. Il faut avoir d'abord cette culture. Et cette culture ne dépend pas qu'on soit du nord ou du sud. C'est la culture de chaque homme et de chaque être. Et qu'on soit du nord et du sud, ceux qui ont cette culture agiront de la même façon. Et comme je l'ai encore dit et redit, aujourd'hui, les gens aiment diviser. Ou vous êtes avec moi, ou vous n'êtes pas avec moi. Et moi je dis, et je réaffirme de plus en plus fort, je condamne totalement tout cela, et que ces bombardements soient arrêtés et s'achèvent immédiatement. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être, et c'est là que certaines grandes institutions, comme l'armée de notre pays, ce n'est pas elles qui bombardent. Ceux qui bombardent, ce sont des milices, ce sont des gens qui sont là, des mercenaires. Et je pense que cela montre à suffisance que c'est un esprit qui est là, un mauvais esprit qui est en train d'agir de la sorte parce qu'il n'a pas voulu accepter le résultat normal issu des urnes. Vous êtes un ancien ministre de l'économie et des finances, vous êtes fiscaliste, membre de la régie financière au Congo-Brazzaville. Est-ce que finalement, après Sassou Nguesso, les finances publiques ne seront pas totalement dépecées quand on voit l'affaire Panama Papers, quand on voit tous les différents scandales, en particulier dans le pétrole congolais? Qu'est-ce que vous pourriez faire si demain vous arriviez aux affaires avec d'autres, hein? Est-ce que finalement il n'est pas mieux de laisser M. Denis Sassou Nguesso gérer toute cette pagaille-là? Non, je crois que je suis content peut-être en sourdine que les prix du pétrole baissent. C'est peut-être aussi une chance pour nous. Et quand on n'a pas su gérer l'abondance, ça me surprendrait qu'on arrive à gérer la pénurie. Donc aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir, ça explique en gros ce que nous savions, parce que on peut déterminer le montant de l'évaporation à travers notamment une vision de recoupement. Quand on sait à peu près le montant des ressources qu'un pays peut obtenir. Ça, on peut le savoir. Par rapport à ça, on peut savoir quel est le montant qu'un pays a pu obtenir au sein du trésor public. Et il y a une déperdition. Et dans cette déperdition, il faut savoir où cela est allé, notamment la circulation des fonds. Là, on nous donne quelques explications pour nous dire, voilà, c'est allé dans tel paradis fiscal, c'est allé dans ceci, c'est allé dans cela. Donc, l'avantage, en quelque sorte, c'est que on puisse faire des véritables audits et des audits indépendants au mieux pour essayer de mieux comprendre ce mécanisme. Et je crois que pour qu'un travail serein se fasse, ce serait bien que d'autres acteurs, avec d'autres cabinets, avec des techniciens chevronnés, puissent faire ce travail. Et c'est bien possible.
Alors, moi, je me rappelle, pendant la transition, Monsieur Lekunzu dire gouvernement Anzala. Vous n'avez vraiment pas peur que demain, et on le souhaite tous, hein, que Monsieur Sassou Nguesso parte, qu'on dise rapidement gouvernement Anzala et que finalement, parce que les caisses sont vides, que ça soit l'hécatombe. Oui, effectivement, la situation est difficile, sera difficile. Vous savez que notre pétrole représente 80% des ressources, que actuellement le prix du baril n'est pas élevé, qu'avec certains accords qui ont été faits, la quote-part pour l'État est très faible et qu'il y aura vraisemblablement des difficultés financières. Et qu'on dise gouvernement Anzala, mais il faut dire que c'est à partir de ce moment qu'il faudra essayer de mieux gérer les affaires. Ça me revient, c'était votre gouvernement quand on avait dit gouvernement Anzala. Comment l'aviez-vous à l'époque pris qu'est-ce que vous aviez ressenti Oh, vous savez, à cette époque-là, on avait essayé de faire en sorte qu'on puisse mobiliser à fond les ressources de l'État, alors que c'était terriblement difficile. Nous avons fait ce que nous avons pu, et je pense qu'avec cette expérience, il faut également des hommes qui aient une vision, une éthique déterminée. Savoir que là, ça ne va pas, on va faire en sorte qu'il faut essayer d'obtenir plus de ressources. Et je suis persuadé que si, avec une vision bien déterminée, avec une volonté, on peut redresser ce Congo en 3 ans et mettre en place des mécanismes qui permettront à ce que on puisse recouvrer plus de fonds et qu'on puisse diversifier non seulement l'économie, mais qu'on puisse obtenir des ressources financières additionnelles. Monsieur Jean-Luc Maleka, nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des Congolais? Oui, à l'endroit des Congolais, j'ai un dernier mot. Je voudrais citer une citation aujourd'hui, celle de notre bien-aimé cardinal Émile Biaïnda, quand il y avait des difficultés, comme nous le sommes aujourd'hui. Voilà son testament. À tous nos frères du nord, du centre et du sud, nous demandons beaucoup de calme, de fraternité et de confiance en Dieu, Père de toutes les nations et de toutes les tribus, afin qu'aucun geste déraisonnable ne puisse compromettre un climat de paix que nous souhaitons tous. Voilà ce qu'il nous avait laissé comme testament et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Que nous tous, nous puissions ne pas croire que c'est le voisin du nord, du centre ou du sud qui est le responsable de nos maux. Oublions tout cela. S'agissant qu'il y a des manipulations, il y a des gens de l'extérieur, il y a des gens de partout. C'est tout un système qui crée cela. Faisons tous que nous puissions rejeter cela. Et comme vous savez, j'ai toujours été constant. Je vous avais dit cela, qu'à partir du fait que les gens iraient dans ces élections, voilà ce que nous ferions. Je vous avais dit, voilà cette politique qui, pour rester là, utilise la ruse, la tricherie, la politique de la terre brûlée, la violence. Voilà comment nous sommes là. Et depuis longtemps, j'avais dit que pour sortir le pays, il nous faut un gouvernement de transition consensuel afin que les choses se passent. Et je reste toujours constant. Et je crois que si ces petits remèdes que nous avons dit et semés, nous les utilisons, enfin, je crois que ce sera une bouffée d'oxygène pour votre pays. Et je vous remercie, monsieur le journaliste. Monsieur Jean-Luc Maleka, merci. Nous remercions tous les internautes de Congo Liberty pour leur fidélité. Nous vous souhaitons un bon week-end, un bon début de semaine et à très bientôt sur Congo Liberty.